Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Noël Courtemanche, directeur commercial chez Doremi. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dédiée à la rénovation énergétique performante des logements. On reviendra évidemment sur la canicule et sur le nombre de passoires thermiques en France. Dans notre débat, on va parler ensemble du rôle des technologies dans la lutte contre le dérèglement climatique. La low-tech est-elle forcément la solution? Est-ce qu'on peut inventer une croissance verte? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Guylaine qui propose des carreaux bas carbone pour le bâtiment à base de sédiments marins. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Noël Courtemanche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial de Doremi. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et votre métier, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Expliquez-moi, dans quel état d'esprit vous faites ce métier ? Tout à fait. Donc, Doremi, en effet, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est spécialisé dans la rénovation énergétique performante des logements. C'est un peu notre spécificité. On a été pionnier sur le sujet pour développer des rénovations énergétiques qui soient plus ambitieuses et qui permettent d'atteindre réellement des réductions de consommation de chauffage. Pourquoi vous insistez sur ce mot performante ? On insiste sur ce mot parce qu'il y a différentes manières de rénover en France. Pendant très longtemps, l'essentiel et la quasi-totalité des rénovations qui étaient faites étaient des gestes isolés de travaux. Et on a démontré que ces façons de rénover ne permettent pas d'atteindre la performance. On cite souvent une étude de l'ADEME de 2018 qui avait montré que sur 5 millions de rénaux énergétiques, 95% permettaient entre 0 et 1 saut de classe énergétique. Donc autant dire, pas de résultat. Quasiment rien, quoi. Et nous, du coup, c'est ce qui a conduit à créer Doremi pour travailler sur des rénovations qui soient plus ambitieuses et qui permettent de réduire drastiquement les consommations. Qui soient globales, mais accessibles à tous, parce qu'il y a cette dimension de... Vous êtes une entreprise agréée ESUS, donc voilà, c'est à la fois un engagement environnemental et social, sociétal. Exactement. C'est les deux raisons qui nous ont conduits à créer Doremi. Alors, il y a souvent des a priori sur la rénovation globale, qu'elle serait réservée aux plus riches. Nous, c'est pas du tout ce qu'on constate. Mais comment vous faites ? Comment vous démontrez qu'une rénovation globale, c'est accessible à tous ? En fait, une rénovation globale, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui est rentable pour les particuliers, qui est rentable pour la France aussi. On en parlera peut-être après. Mais pour un particulier, une rénovation énergétique, il y a différentes manières de la financer. Il y a des aides qui financent la rénovation. Et ces aides, elles sont plus importantes pour les ménages en difficulté. Nous, c'est 50% de nos rénovations qui sont faites à destination de ménages modestes ou très modestes. Ouais. Ensuite, l'autre moitié de la rénovation, on peut la financer par les économies d'énergie. Quand on fait une rénovation réellement performante, on peut réduire la facture de l'ordre de 80 à 90%. Et avec cette réduction de facture, en fait, on peut financer un prêt qui paye les travaux. Avec un retour rapide. Les effets sont rapides, c'est ça En fait, les effets sont immédiats après rénovation. Nous, le cas classique, pour donner un exemple, c'est une passoire énergétique qui consomme entre 3 et 4 000 euros de chauffage par an. Après rénovation, on est autour de 400 ou 500 euros de chauffage par an. Donc, on a gagné 2 500 euros chaque année. Avec ces 2 500 euros, on finance un prêt qui paye les travaux. Oui, c'est ça. C'est assez facile, entre guillemets, de convaincre une banque de prêter cet argent parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour, tout à fait. Un retour de remboursement rapide. Je voudrais évidemment qu'on parle d'actualité et de cette canicule qu'on a tous subie fin juin, avec ce sentiment que notre pays n'est pas prêt. Dans le domaine qui est le vôtre, celui de la rénovation énergétique des bâtiments, quel constat vous faites ? Le constat qui est partagé de longue date, c'est qu'il y a énormément de passoires énergétiques en France. Alors, on a longtemps parlé de passoires en hiver. En fait, ces passoires, c'est des bouilloires en été. C'est ça. Et on le constate en ce moment avec la canicule. Je pense que tous les Français constatent qu'ils habitent dans des logements dans lesquels il fait très chaud. Quand on rénove de manière énergétique un logement, on a moins froid en hiver, mais on a aussi beaucoup moins chaud en été. Oui, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Avec ce chiffre, alors il y a pas mal de chiffres différents qui circulent autour des logements considérés comme des passoires thermiques, mais bon, ce chiffre qui date du 1er janvier 2024, on est autour de 6 millions, 5 millions, 800 000 logements. Est-ce qu'il y a quand même une amélioration ? Donc 18 mois plus tard, là c'était janvier, est-ce qu'on réussit quand même à faire baisser le nombre de passoires thermiques dans notre pays ? Alors, pour faire baisser le nombre de passoires thermiques dans le pays, il faut sauter des classes énergétiques, il faut améliorer la performance. Donc si on fait des gestes isolés de travaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne résout rien. Si on fait des rénovations réellement performantes, on peut gagner
3, 4, 5, parfois 6 classes énergétiques. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Dorémy au quotidien. Et pour la première fois l'année dernière, en 2024, on avait un mécanisme qui a fait dépasser en volume de travaux les rénovations performantes par rapport aux gestes isolés de travaux. Donc l'année dernière, c'est à peu près 100 000 rénovations en France qui ont été faites de manière performante et qui ont permis en moyenne 3 sauts de classe énergétique. C'est quoi ce mécanisme ? Donc c'est MaPrimeRénov', Réno d'ampleur. C'est celui-là dont vous parlez. Exactement. Parce que je me disais, OK, il y a un mécanisme, sauf que problème, il est suspendu. Exactement, on suspend. Alors là, on va clairement à contresens de l'histoire. Ça fait 10 ans qu'on a des mécanismes qui fonctionnent assez mal, qui sont complexes, qui sont longs à mettre en œuvre. Là, il y a une réforme en 2024 qui avait été pour la première fois assez importante. C'est-à-dire que ce mécanisme, transformation. MaPrimeRénov', pardon de vous interrompre, qui était quand même mal né, on peut le reconnaître. C'était un peu trop compliqué, à la fois pour les professionnels, pour les particuliers. D'un seul coup, il fonctionnait. C'est ce que vous nous dites. D'un seul coup, il fonctionnait. Et on le voit sur les chiffres publiés par l'Agence nationale de l'habitat. L'année dernière, 100 000 rénovations performantes. C'est très très loin des objectifs nationaux. L'objectif de 2024, c'était 200 000. Il y en a eu 100 000. C'est loin des objectifs, mais c'est un vrai bond en avant par rapport aux années précédentes. Et sur ces 100 000 rénovations, on est sur des paniers moyens de travaux qui sont 2 fois plus élevés, parce qu'on a fait plus de gestes de travaux. Et donc, on a des sauts de classe significatifs. En moyenne, je crois que ces rénovations ont permis 3 sauts de classe en moyenne, ce qui est beaucoup mieux qu'avant, et on peut encore faire mieux, et chez Dorémy, on va beaucoup plus loin. Ça veut dire, par exemple, alors on a mené une étude l'année dernière avec notre centre de R&D, on a instrumenté une centaine de maisons rénovées par Dorémy et par le réseau Dorémy. On a installé des capteurs sur ces maisons et on a mesuré la consommation réelle, parce qu'il y a beaucoup d'estimations théoriques dans les calculs de DPE. Nous, on a mesuré la consommation réelle, on atteint un peu moins de 40 kWh par mètre carré. Pour resituer ce chiffre-là, c'est à peu près 10 fois moins que la consommation d'une passoire énergétique. Donc ça, c'est des résultats concrets. Donc ça veut dire qu'une maison qui était classée, je sais pas, F ou G, enfin pour les pires des passoires thermiques, vous l'amenez où ? Eh ben nous, l'objectif de Dorémy, c'est de partir d'une passoire thermique et de l'amener au niveau basse consommation, c'est-à-dire une classe A ou B. Ça, c'est l'objectif et c'est l'idéal. Quand on fait tous les travaux, on a montré par nos résultats que c'était possible. Et on peut aussi faire une première étape de travaux à condition de bien la dimensionner et de faire les bons choix de travaux et dans le bon sens. Avec une autre dimension, parce que quand on est propriétaire d'une maison, on se pose aussi la question de la revente. Oui. Donc, quand on parlait du retour sur investissement, il y a aussi ça. C'est-à-dire que la valorisation de son bien. Et ça, c'est un critère majeur qui est de plus en plus documenté. Il y a le Conseil supérieur du notariat qui publie chaque année des études sur la valeur et la valorisation des biens. Aujourd'hui, on constate en moyenne un écart de 5% par classe énergétique sur les biens. C'est variable en fonction des régions, mais on peut avoir entre 15 et 30% d'écart sur le prix d'un bien. Un bien à 300 000 euros, ça peut faire entre 50 et 100 000 euros d'écart entre une passoire énergétique et un bâtiment rénové. Et ça finance les travaux, indirectement. Alors, si on reste sur MaPrimeRénov', dans les arguments donnés par le gouvernement, il y avait le fait de dire qu'il y avait eu un certain nombre d'abus et qu'ils voulaient faire le ménage. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être eu des abus ? Alors, il y a de la fraude à la rénovation, il y en a toujours eu, il y en avait sur les anciens mécanismes, il y en a eu sur ce mécanisme. C'est clairement un problème auquel il faut s'attaquer. On a des propositions d'ailleurs chez Dorémy pour lutter contre la fraude. Par contre, ça reste un nombre très minoritaire de dossiers. Qui ne justifiait pas de suspendre. Qui clairement ne justifiait pas de suspendre. Nous, on demande à ce que cette suspension soit la plus courte possible et qu'il y ait une réactivation de MaPrimeRénov'. Mais MaPrimeRénov', il faut la renforcer, il ne faut pas la suspendre. Il faut la renforcer en luttant contre la fraude. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre la fraude ? Ça passe par des outils. Nous, on a développé des outils, on a développé des bouquets de travaux précalculés, par exemple. Alors, c'est du jargon technique, mais ça simplifie le nombre de scénarios possibles et du coup, beaucoup plus simple de les contrôler. On propose la formation des acteurs. Nous, on travaille avec 600 entreprises formées par Dorémy et qui, du coup, font des chantiers beaucoup plus qualitatifs que la moyenne. Et cette formation, c'est un prérequis pour lutter contre les fraudes. Et puis, on propose plus de moyens dans les agences nationales pour instruire et contrôler les dossiers. Clairement, ces moyens ont été sous-estimés. Et dans cette période de transformation et avec un mécanisme qui fonctionne, il faut mettre les moyens associés. Avec la question des artisans qui sont peut-être pas tous formés ou pas suffisamment formés, ça c'est une des difficultés pour passer un cap encore supplémentaire, passer à l'échelle. C'est une difficulté et nous, c'est le premier métier de Dorémy, ça a été de former les artisans du bâtiment. On a formé à peu près 2000 entreprises depuis la création de Dorémy. On travaille avec 600 de manière régulière aujourd'hui et on constate qu'il y a des enjeux de formation parce que
partir de gestes isolés de travaux, qui est la pratique majoritaire des artisans, à des rénovations multimétiers, ça demande un changement de pratique. Oui. Des pratiques commerciales, des pratiques techniques. Et nous, c'est notre cœur de métier. On forme les artisans et après, on travaille avec ces artisans sur les chantiers. Oui. Mais est-ce que les règles qui permettent à un artisan d'obtenir, je ne sais plus si c'est un label, mais enfin, ce qui va leur permettre de se lancer sur des chantiers comme ça de rénovation énergétique, est-ce que les règles sont trop strictes aujourd'hui? Est-ce que c'est trop compliqué d'après vous? Pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, le label, c'est le label RGE. C'est une formation qui est assez courte. Aujourd'hui, nous, on constate que ce n'est pas forcément un critère de qualité. Nous, c'est un prérequis pour rentrer dans le réseau d'Oremi et pour rentrer dans des formations d'Oremi. Mais clairement, il y a des formations complémentaires qui sont nécessaires, qui sont utiles, et c'est les formations que l'on propose via notre organisme de formation. Est-ce que vous trouvez, on va terminer là-dessus, facilement des partenaires financiers? C'est-à-dire quand vous présentez un projet... voilà, vous nous l'avez dit, hein, il faut avancer de l'argent, il faut un prêt. Est-ce que c'est facile, ça? Ou est-ce qu'il faut encore convaincre des établissements bancaires, par exemple, ou les organismes de prêt? Il y a encore du travail pour convaincre les organismes financiers. Il y a eu un progrès ces dernières années. On travaille, nous, régulièrement avec différentes banques. On constate un intérêt pour le sujet de la part des banques croissant. Nous, on a mobilisé sur la quasi-totalité de nos rénovations des éco-prêts à taux zéro. On sait que c'est variable selon les banques. Toutes les banques ne sont pas aussi enclines à distribuer ce prêt à taux zéro, mais il y a eu une progression ces dernières années. Et on sait qu'avec MaPrimeRénov', Réno d'ampleur et avec un éco-prêt à taux zéro, on peut faire de la rénovation performante et ça marche. On l'a fait toute l'année, on l'a fait ces dernières années et ça fonctionne. Donc ça allait plutôt dans le bon sens et on pousse pour que ce mécanisme soit réactivé le plus vite possible. Le plus rapidement possible. On a besoin de MaPrimeRénov'. On a entendu le message. Merci beaucoup Noël Courtemanche. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler du rôle de la technologie. Quel rôle peut-elle jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Low-tech ou pas? On parle low-tech, le rôle de la technologie dans notre transition environnementale. On parle croissance verte aussi avec mes invités. Jacques Tibéry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef du Low-Tech Journal. Et puis avec nous en duplex, Antoine Bueno. Bonjour, bienvenue. Conseiller, essayiste, merci. Conférencier. Peut-être on peut commencer par définir la low-tech, Jacques Tibéry. De quoi il s'agit? Alors, c'est la volonté de concilier à la fois qualité de vie, on peut dire confort, on peut dire performance quand on est une entreprise, et sobriété matérielle. Donc, à la fois énergie, matières premières. Voilà. Et c'est cette volonté de rééquilibrer les choses. Donc, du discernement technologique, on met de la techno là où elle est vraiment utile, mais on n'est pas anti-high-tech, et un retour sur... un équilibre énergétique, de la descente énergétique. Donc, on arrête de surconsommer l'énergie de façon inutile et on met l'énergie aussi là où elle est le plus utile. Antoine Bueno, comment vous percevez cet enjeu et le levier que peut représenter, ou pas d'ailleurs, la low-tech d'après vous? Je trouve ça extrêmement intéressant et je connais d'ailleurs les travaux de Jacques et disons son engagement pour les low-tech. J'ajoute peut-être à cette définition qui était déjà excellente le fait que la low-tech c'est une définition relative, c'est-à-dire qu'un objet va être low-tech par rapport à un autre objet, mais peut-être high-tech par rapport à un autre. Et par exemple, les vélos actuels connectés et graphite et carbone sont de la très 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 high-tech par rapport au vélo traditionnel du début du XXe siècle, par exemple, et va être un peu plus low-tech par rapport, je sais pas moi, à une voiture électrique, dernier cri. Bon, ça c'est pour l'aspect relatif, mais il y a quelque chose qui est un peu plus, si j'ai bien compris, en parlant toujours sous le contrôle de Jacques, un peu plus absolu dans la low-tech. Donc il a bien dit que c'était une volonté de replacer la technologie au service de l'humain. Il y a par exemple la simplicité de réparation. Ça c'est quelque chose qui est très très important, et je pense qu'objectivement on pourra dire qu'un objet est low-tech à partir du moment où il sera très facile de remplacer des éléments, de le réparer, de se l'approprier d'une certaine manière. Oui, et d'ailleurs ça rentre de plus en plus, essayons d'être optimistes, dans le schéma d'un certain nombre d'entreprises qui éco-conçoivent leurs produits pour qu'ils soient plus facilement réparables. C'est un mode de vie d'une certaine façon. Jacques Tibéry, vous êtes venu il y a quelques mois parler ici du fait que vous, et d'ailleurs vous y avez consacré un livre, vous avez banni le smartphone aussi. Ça fait partie de cette logique. Par exemple, je crois aussi que vous ne prenez la voiture que si vous réussissez à être plusieurs à l'intérieur, c'est ça ?
Oui, disons que, et Antoine a tout à fait raison, c'est une démarche. Oui. Et moi, je parle souvent pour rassurer les gens quand je fais, par exemple, une conférence ou une présentation devant une entreprise, je parle souvent de lower tech, avec le ER, un peu moins high-tech. En fait, l'idée de démarche, c'est l'idée qu'on ne peut pas dire qu'il y a un objet low-tech et qu'il y a un objet qui n'est pas low-tech. On ne peut pas dire « moi, je suis low-tech et vous ne l'êtes pas parce que ». Pourquoi ? Parce que c'est un idéal. C'est comme la liberté. Voilà. On ne peut pas vraiment atteindre la low-tech. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer dans une démarche qui va consister, en fonction de ses besoins réels, qui va consister à aller chercher le niveau de technique qui vous permet de répondre aux besoins sans pour autant détruire la planète, dépasser les limites planétaires, trop pomper dans le sol ou trop pomper l'énergie. Et donc, c'est vraiment... on dit un science sans conscience n'est que ruine de l'âme, la fameuse... Eh bien là, c'est technologie sans conscience n'est que ruine de la planète. Et là, c'est remettre de la conscience dans la technologie. Oui. Antoine Bruno, est-ce que c'est un mode de vie qui est un peu... alors, je vais être volontairement caricatural, réservé aux bobos, aux urbains, à ceux qui en ont les moyens. Votre avis là-dessus ? Alors c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais je pense que le but évidemment de la démarche, c'est que ça ne le soit plus demain. La question que vous posez, la grande question, c'est faut-il freiner l'évolution technologique ? Moi, je réponds résolument non, même dans une optique low-tech, et toujours en parlant sous le contrôle de Jacques, mais je vais peut-être vous faire sourire, c'est pas facile de faire simple. Vous connaissez less is more. C'est pas facile de faire de la low-tech. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'applications dans lesquelles on est arrivé dans une extrême complexification, arriver à retrouver quelque chose qui ait les mêmes fonctionnalités, qui remplissent les mêmes besoins, mais qui en même temps correspondent à la définition que Jacques a donnée de la low-tech. Aujourd'hui, il y a des esprits extrêmement brillants qui s'y penchent, et d'ailleurs insuffisamment. C'est-à-dire qu'on devrait peut-être, sans doute même, attribuer, je crois que c'est le combat de Jacques, plus de moyens dans cette direction pour arriver justement à produire de nouveaux objets, puis de nouveaux matériaux qui nous permettent de tendre vers cet idéal qui rentre plus globalement dans la tension vers la durabilité et l'économie circulaire. Une économie développée ne pourra jamais être complètement circulaire parce qu'il y a un certain nombre d'usages qui ne permettent pas le recyclage, il y a une dégradation des matériaux et puis il y a aussi des usages dissipatif, mais il faut tendre vers la circularité et je pense que la démarche défendue par Jacques de la low-tech évidemment va dans cette direction. Donc de toute façon, la technologie, que ce soit pour aller vers la low-tech ou vers d'autres applications qui ne pourront pas être low-techisables, elle ne peut en aucun cas être freinée. Vous avez, Jacques Tibéri, un exemple de technologie low-tech, ou high d'ailleurs, pourquoi pas, qui vient d'émerger ou qui est un peu passé sous les radars et qui justement peut nous donner espoir. Oui, aujourd'hui, vous avez un exemple qui va en plus faire suture avec ce que nous dit Antoine, c'est ce qu'on appelle les vélis. Alors, vous savez probablement pas ce que c'est. C'est un mot qui est introduit. Ça s'appelle les véhicules légers intermédiaires, ou véhicules électriques légers intermédiaires. Donc aujourd'hui, vous avez des petites voitures, des petits pots de yaourt en plastique qui se baladent dans les rues de Paris. En province aussi, dans les villes qui sont les villes moyennes, vous avez beaucoup ça utilisé par les jeunes pour aller... C'est des véhicules sans permis ? Alors, ce sont des voitures sans permis, mais avec un côté très léger. Ça, c'est ce que vous voyez. Et vous dites, ça, c'est un peu le véhicule du futur, la voiture légère. Eh bien, vous avez un niveau encore plus low-tech, où ce sont des véhicules, en fait, ce sont des vélos électriques. Vous avez un pédalier, et puis vous roulez à 25 km/h. Vous avez une assistance électrique qui est supérieure sur un vélo simple, qu'un vélo simple, mais vous n'avez généralement pas de toit. Et vous pouvez comme ça transporter des courses, transporter vos enfants. On appelle ça quadricycle aussi. Donc ça, c'est un truc qui existe. C'est l'extrême défi mené par l'ADEME qui a développé ça. Il y a eu un salon de l'extrême défi, un salon du Véli qui a été fait à Paris, porte de Versailles. Il y avait très peu de participants, il y a eu très peu de presse. Donc pour l'instant, on est sous les radars. Et moi, mon espoir, c'est que par le design, en fait, on arrive à convaincre les gens que c'est beau. Et juste, je voulais dire, quand on va baisser en technologie, et c'est l'exemple de ces vélos-là où il va falloir se remettre à pédaler pour avancer, quand on descend en technologie, il y a trois choses qui vont remonter, ça va vous prendre plus de temps.
ça va vous prendre plus d'efforts et ça va vous demander plus de main-d'œuvre, plus d'humains et donc plus de coûts. Et ce sont ça les 3 limites de la low-tech aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté de cette augmentation du temps, de l'effort et du coût et de l'aspect humain. Or aujourd'hui, notre société est orientée vers... Au contraire. Je veux gagner du temps, mais en gagne-t-on vraiment ? Bonne question, faire le moins d'efforts possible. Faire le moins d'efforts, mais il y a une confusion du système aujourd'hui, c'est qu'on confond le moins d'efforts avec la sédentarité. Donc vous avez des phénomènes de sédentarité, des phénomènes d'obésité, etc., qui se développent parce que les gens sont sur leur canapé et qui n'ont plus d'efforts physiques à faire, mais effort, ça veut dire autre chose. Et puis, troisièmement, le coût. Vous cherchez toujours le prix le plus bas. Vous n'allez pas vous mettre à réembaucher 40 personnes pour faire du maraîchage, par exemple. Vous ne serez plus compétitif. Ouais. Voilà. Je me reviens vers vous, Antoine Benoît. En préparant l'émission, j'ai vu que vous dénoncez un courant de pensée que vous avez baptisé IDC pour idéologie collapso-décroissanciste. Alors déjà, c'est compliqué à prononcer. J'ai réussi. Qui en sont les porte-paroles ? Qu'est-ce que vous dénoncez là ? Alors, je dénonce une voie de l'écologie, voie qui est à la fois VOIE et VOIX, tendant à nous expliquer que nous allons droit dans le mur, c'est-à-dire que notre société thermo-industrielle va de manière inéluctable, et en particulier pour des raisons environnementales, s'effondrer. Alors la voie principale de ce mouvement, c'est quelqu'un que par ailleurs j'apprécie beaucoup humainement, qui s'appelle Pablo Servigne. Et puis par ailleurs, il y a un autre courant, mais qui est complémentaire, puisque un certain nombre de ces gens-là pensent que les deux seules solutions, c'est l'effondrement ou la décroissance. Voilà, c'est cette seconde voie qui est la décroissance, nous disant que nous n'arriverons à rétablir les équilibres écologiques vitaux qu'en abandonnant, pour le dire simplement, la croissance économique et donc le capitalisme. Et moi, je m'inscris en faux radicalement face à ces deux visions. Et d'ailleurs, j'ai consacré un essai pour démonter ou pour contester chacune des deux thèses. Premièrement, contester l'idée que l'effondrement déjà soit bénéfique, puisque l'effondrement serait une abomination, ça veut dire des milliards de morts sur la planète, mais surtout que cet effondrement soit probable. Il est sans doute possible, mais à mon sens pas probable, et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi contester l'idée que nous devrions en finir avec le capitalisme et passer à une forme de communisme écologiste pour mettre en place la transition. Et je démontre donc dans un autre essai qui s'appelle « Faut-il une dictature verte, la démocratie au secours de la planète ?» que la seule voie qui s'offre à nous est une voie de durabilisme dans lequel le capitalisme n'est pas aboli, mais dans lequel il est en revanche très substantiellement transformé, sur lequel on a agi. Merci beaucoup. Faut-il une dictature verte ? C'est le titre de ce livre, publié chez quel éditeur ? Chez Flammarion, les deux. Flammarion. Et votre livre sur le smartphone, c'est quoi déjà le titre ? Moi, c'est « Je me libère du smartphone » chez Dents de Lion. Et ben voilà, on a cité vos deux livres. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Yann Santerre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Gwylen, créé en 2020 avec Mathieu Cabane. Et avec quelle idée ? Racontez-moi. Alors l'idée, c'est de transformer les sédiments marins pour en faire des matériaux de construction. Gwylen, c'est le nom en breton de la Vilaine. La Vilaine, c'est le plus long fleuve breton qui prend sa source en bordure du département de la Mayenne, qui s'écoule à Rennes, Redon et se jette dans le Morbraze. Le Morbraze en breton, c'est la Grande Mer. On connaît le Morbihan, la petite mer avec son golfe. Moi, j'ai grandi sur les rives de l'estuaire de la Vilaine qui s'envase depuis les années 70 parce qu'on y a construit un barrage. Donc j'ai grandi avec cette idée qu'il y avait cette problématique, en tout cas d'envasement importante, qui est importante aussi pour les gestionnaires de ces infrastructures. L'envasement, ça existe auprès des barrages, mais aussi dans les ports. Donc je me suis dit, il y a là l'occasion de... Donc il y a une matière première en quelque sorte, quoi, des sédiments marins, c'est ça ? Exactement, oui. Alors qu'est-ce que vous en faites ? Moi, de formation, je suis architecte-ingénieur. Il y a aussi une vraie problématique du secteur de la construction de trouver des nouveaux matériaux plus vertueux, à la fois sur les ressources et sur l'énergie. Et donc j'ai travaillé à développer un procédé qui permette de solidifier ces sédiments de dragage pour en faire des matériaux de construction. Et il a fallu innover, breveter. C'est quoi les étapes avant d'arriver à la phase actuelle ? Oui, ça a été assez long. J'ai commencé les premiers essais fin 2017. On a créé la société tout début 2020 avec Mathieu.
Mathieu Cabane qui est mon associé d'origine, qui est aussi architecte-ingénieur. Et donc tous ces développements en fait, nous ont permis d'avoir assez confiance dans le procédé. Donc on a lancé la société avec un argument qui nous a convaincus, c'est le volume de sédiments disponibles. En France, il y a 40 millions de mètres cubes de sédiments qui sont dragués chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur un peu plus tangible, c'est le volume de la tour Montparnasse. Ça parle aux Bretons et aux Parisiens. Si on prend son enveloppe qui est extraite tous les 3 jours, donc c'est un volume considérable et ça représente... Attendez, la tour Montparnasse tous les 3 jours? Oui, qui est extrait en France. Et ça représente à peu près ce qu'on consomme en béton prêt à l'emploi. Donc on s'est dit, il y a là une ressource potentielle qui est à l'échelle du problème qu'on adresse. Mais le matériau donc, que vous créez, c'est des carreaux, hein, c'est ça, qui vont être utilisés dans le bâtiment. Il a les mêmes caractéristiques, il peut être utilisé de la même façon par le secteur du bâtiment? Oui, notre objectif, c'est vraiment de développer des produits substituables. Donc aujourd'hui, effectivement, nos premières applications, c'est des produits de revêtement, du mur et du sol. On a un peu réinventé la tomette traditionnelle. La tomette du futur ne sera plus du sud ou d'Espagne, mais elle sera bretonne, et elle sera marine. Donc on a mis au point ce procédé. On a un matériau qui est vraiment similaire à une terre cuite. Donc on a les mêmes propriétés mécaniques, les mêmes qualités de résistance thermique. On a aussi des qualités de résistance et d'inertie hygrométrique. Les terres crues, par exemple, ont une vraie qualité. Les bâtiments anciens régulent l'humidité dans les bâtiments. C'est une qualité aussi de notre matériau. Et pour produire ces tomettes, je vais reprendre est-ce que vous consommez beaucoup d'énergie ou pas? J'ai un peu la réponse, mais je veux bien que vous l'expliquiez. Oui, beaucoup moins que les matériaux ou les procédés traditionnels. Donc les procédés traditionnels, c'est la terre cuite ou le ciment, qui nécessitent des cuissons à très haute température. La terre cuite, c'est 1150 degrés. Le ciment, pour produire le clinker, c'est 1450 degrés. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et vous? Notre procédé ne nécessite pas de cuisson de température. Donc on économise beaucoup d'énergie dans la phase de fabrication du matériau. Comment vous faites? Bon, il y a un petit côté magie druidique, on est breton. Donc on a mis au point ce procédé en s'inspirant de la nature. En fait, le procédé naturel de formation des roches sédimentaires, qui s'appelle la diagénèse, transforme ces sédiments en roches sédimentaires. Nous, on s'est inspiré de ce procédé pour mettre au point notre procédé, qui du coup n'a pas de cuisson de température et émet 4 fois moins de CO2 qu'une terre cuite, et à peu près 12 fois moins qu'un béton. Bon, ça fait plein de qualités, économe en énergie, des sédiments disponibles. En plus, les grands ports, ils sont souvent à côté des grandes villes qui ont besoin de ces matières premières. Vous êtes encore un peu au stade artisanal. Comment vous allez passer à l'échelle? Oui, on a fait ce choix de commencer par une première activité. On commercialise déjà nos produits de revêtement, mur et sol, qui sont fabriqués à Brest. Donc on transforme vraiment le sédiment brut jusqu'au produit fini qui est envoyé chez nos clients. Ce premier atelier, ça nous permet d'éprouver notre matériau, de le tester, de le commercialiser, d'avoir des retours des clients. Et on est actuellement dans un passage vers une phase plus industrielle. L'objectif, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un impact à l'échelle du secteur, de ne pas avoir un impact que symbolique. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer des premiers partenariats avec des industriels qui souhaiteraient utiliser cette pâte sédimentaire en substitution du béton dans leur procédé. Donc ça, c'est la prochaine étape pour Guylaine. Merci beaucoup, Yann Santerre. Bon vent à Guylaine. Bon retour à Brest. Et je vous dis à bientôt sur Be-Smart for Change. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Milierina qui s'occupe de la programmation et de la production de cette émission. Pierre-Loup Bergognier, le réalisateur, Alban Jacquin, l'ingénieur du son. Je vous dis à demain pour un nouveau Smart Impact. Salut.